Bienvenue sur notre plateforme Médicaments et Société, le balado qui éclaire les grands enjeux de la santé publique, de la médecine et de l'utilisation responsable des médicaments, avec Wellington Desrameaux et Jeff Jacquet, place à la science, au dialogue et à l'action. Aujourd'hui, nous avons une thématique très intéressante que nous comptons partager avec le grand public, avec notre invité qui est bien Dr Claudie Junior-Pierre. Mais bien avant, on va essayer de faire mise en contexte par rapport avec notre thématique du jour, car il y a une image qui revient sans cesse quand on parle du système de santé haïtien, celle d'une salle d'urgence pleine et d'un seul médecin pour la faire tourner. On a pris l'habitude de parler des fuites des cerveaux. Ça suggère une faille accidentelle, mais je pense que ce mot-là est mauvais. Ce qu'on vit, ce n'est pas un accident, c'est le résultat logique presque prévisible d'années d'investissement, d'insécurité qui fait fermer des hôpitaux et d'un pays qui a formé des médecins d'excellence sans jamais leur offrir les conditions pour les garder. Alors oui, on peut comprendre chaque départ individuellement, un médecin qui part parce qu'il n'a pas plus de plateau technique pour opérer, une infirmière qui part parce que son salaire ne couvre même plus son loyer, un jeune interne qui part parce qu'il a vu son hôpital fermé sous la pression des gangs. Individuellement, chaque décision se défend. Mais collectivement, le résultat est brutal. Des patients qui n'ont plus personne pour les recevoir. Des femmes qui accouchent sans accès à une salle d'opération. Des régions entières du pays où il n'y a tout simplement plus de médecins. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de ne pas traiter ce sujet comme un fait divers migratoire, on le traite comme ce qui est vraiment une urgence de santé publique. Parce que quand le personnel soignant part plus vite qu'on ne le forme, ce n'est plus une question de choix individuel, c'est une question de survie collective. Et c'est exactement pour en parler avec la rigueur et le vécu que ça demande, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui a occupé des salles d'urgence, avant de prendre la plume pour documenter cet exode. Pour en parler, nous recevrons quelqu'un qui connaît ce sujet de l'intérieur, à la fois comme praticien et comme observateur. Le docteur Claudie Junior-Pierre est médecin journaliste et écrivain. Il a occupé pas mal de fonctions à l'hôpital, au milieu hospitalier public en Haïti. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage consacré précisément à notre sujet du jour, l'exode des médecins haïtiens, chronique d'un échec de 2018 à 2024. Un livre qui documente ce phénomène de départ massif du personnel de santé haïtien. Dr Pierre, bienvenue sur notre plateforme Médicaments et Société. Bonjour Desrameaux, bonjour Jacquet, bonjour à tous les internautes, téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous et pour pouvoir justement communiquer sur ce sujet comme tu l'as si bien dit, très important qu'est l'exode des professionnels de santé en Haïti. Donc, merci Claudie d'avoir répondu présent à notre invitation. Et entre-temps, j'en profite de remercier notre public et également une salutation spéciale à Jacquet qui n'est pas avec nous à notre studio aujourd'hui. Donc, on va entrer d'emblée dans notre thématique et on va essayer de voir ensemble et avec les chiffres et les faits concrètement quelle est l'ampleur de cet exode aujourd'hui, Dr Claudie? Alors, comme tu l'as si bien dit en introduction, c'est un phénomène qu'on vit déjà. Avant de pouvoir mettre des chiffres sur ce phénomène, on le ressent de plus en plus dans les différents milieux en Haïti, notamment dans les milieux hospitaliers. Mais en termes de chiffres, et en Haïti, les statistiques ne sont pas toujours très fiables, mais il y a quand même des projections auxquelles on peut accorder une certaine confiance, notamment l'Organisation de coopération et de développement économique qui a parlé d'un exode d'environ 40% de médecins haïtiens et 85% d'infirmières si on considère ces deux catégories et nous parlons quand bien même d'un pays qui a une urgence sanitaire qui concerne selon l'OMS environ 4,9 millions d'habitants. Exactement. Donc, et par rapport avec ce phénomène, donc, on pourrait parler d'un échec. Donc, ce qui a été mentionné dans votre titre de votre ouvrage, qui est un échec qui exactement qui est responsable de cet échec, ou bien on pourrait dire c'est à travers notre système, ou bien de l'État, ou des deux, quand on parle de l'échec par rapport avec ce phénomène.
Alors, l'échec, c'est d'abord un constat. C'est-à-dire, nous avons un pays, comme je viens de le dire, qui a un besoin en termes de professionnels de santé qui est très, très élevé. La barre fixée par l'OMS, c'est environ 44,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants. En Haïti, nous en sommes à 6,3, 6,5, quelque chose comme ça. Et en même temps, nous constatons que nos professionnels de santé, mais pas que, en effet, moi-même, comme médecin, j'ai essayé de mettre l'accent sur les professionnels de santé. Nos professionnels de santé partent et pour ne plus revenir majoritairement. Donc, le constat, c'est un constat d'échec. Maintenant, évidemment, nous pouvons rentrer dans les considérations en ce qui a trait aux responsables parce que le départ, l'exode a des causes et c'est à travers justement ces causes que nous allons voir et quels sont les responsables et comment justement nous pouvons faire pour endiguer ce phénomène. Donc, je crois que ces observations ont été faites depuis en 2018. Donc, par rapport à ce phénomène, qu'est-ce qui a changé de nature depuis 2018? Est-ce qu'on pense notamment à la montée de l'insécurité et à la fermeture de plusieurs institutions sanitaires ces dernières années qui pourraient en être à cause de ce phénomène? Alors, comprendre l'exode des professionnels de santé à travers cette période, c'est-à-dire 2018-2024, la période qui nous intéressait à travers l'ouvrage, justement, c'est d'essayer de voir cette drôle coïncidence entre un ensemble de phénomènes qu'on peut considérer comme étant des facteurs explicatifs, à savoir l'insécurité, mais également il y a eu la pandémie de COVID-19, mais également ce que j'appelle moi-même des facilités migratoires de la même période, dont le programme Biden, tu sais, les ouvertures qu'il y a eu notamment avec le Canada. Exactement. Donc il y a eu une facilité migratoire et en même temps il y a eu une accumulation de problèmes, notamment l'insécurité, la pandémie de COVID-19 qui a privé de pas mal de professionnels de santé d'un boulot, tout ça. Et puis, évidemment, il y a la situation économique, tout ça. Donc, la coïncidence de ces deux phénomènes explique en grande partie l'exode des professionnels de santé. Et là, maintenant, je peux vous dire que la situation s'aggrave dans la mesure où l'insécurité... Oui, c'est ce que j'allais venir pour parler des causes par rapport avec de l'exode, et au-delà de l'insécurité qui est le fait d'actualité en Haïti, je pourrais dire quels sont les autres facteurs qui poussent actuellement là un médecin haïtien ou bien un pharmacien haïtien, une infirmière quelconque à faire ses valises pour laisser le pays. Oui, nous allons parler évidemment des autres facteurs, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours l'insécurité, il y a toujours ces facteurs, mais il y a moins de facilité migratoire. Au contraire, il y a l'inverse, c'est-à-dire les Haïtiens sont en train de retourner justement à cause d'une espèce de durcissement des mesures migratoires dans les autres pays. Maintenant, comme tu le sais, Deramo, tu es professionnel de santé, tu as pratiqué en Haïti, il y a beaucoup de facteurs au-delà de l'insécurité qui expliquent le choix d'un professionnel de santé et parfois c'est douloureux, je dirais même souvent, de laisser le pays. Il y a un plan de carrière, ce qu'on n'offre pas souvent en Haïti, c'est-à-dire la personne, le professionnel, il travaille, mais ce professionnel-là ne sait pas dans 10 ans quelle sera sa carrière. Ce n'est pas bien défini et souvent c'est lié à des choses qui ne sont pas tout à fait claires, qui ne sont pas définies. Il faut être dans les petits papiers des gens pour pouvoir progresser dans le système. Il y a également les avantages sociaux que nous n'avons pas en Haïti. C'est-à-dire un professionnel qui travaille depuis 30 ans peut, par exemple, avoir... Les conditions du travail, la reconnaissance, la possibilité... Même pas, également, une insuffisance rénale peut ruiner sa vie parce qu'il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas d'assurance santé et justement, le professionnel a l'impression de travailler au jour le jour et arriver à un certain moment dans la vie d'un professionnel, il se pose des questions et justement, parfois, la migration est la réponse à ces questions-là. Donc, il y a la formation également. Par exemple, pour un chirurgien qui veut progresser dans sa carrière, c'est-à-dire faire une sous-spécialité et aller plus loin, il n'y a pas cette disponibilité en termes de formation continue en Haïti. Donc, il y a évidemment plusieurs facteurs au-delà de l'insécurité qui expliquent l'exode. Bon, maintenant, il y a l'exode, c'est clair, c'est un phénomène courant dans notre pays. Maintenant, laisse voir ensemble l'approche des pays d'accueil.
Donc maintenant, quel rôle joue-t-il dans cette dynamique? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de recrutement actif de ces professionnels? Si on va prendre l'exemple soit du Canada ou bien des États-Unis d'Amérique, ou Chili, tant d'autres. Bon, même Est-ce si qu'on on, peut parler de recrutement actif de ces professionnels? même si on ne parle pas directement de recrutement actif, en tout cas, il y a un recrutement intelligent. Par exemple, pour le Canada, il est beaucoup plus facile pour un licencié qui applique pour une maîtrise, un doctorat de rentrer. Il en est de même pour beaucoup d'autres pays. La France, c'est pareil. C'est-à-dire, ils essaient quand bien même de trier sur le volet. Donc, on a une situation et évidemment, il y a une recherche. L'haïtien, le professionnel haïtien qui veut partir, il regarde quel pays pourrait l'accueillir, etc. Et ce pays-là a des balises, en tout cas, pour pouvoir recruter les meilleurs, ce qui est apparemment logique. Mais Claudie, catégoriquement, on rentre dans des conséquences sur la santé publique. Donc là, l'exode en soi a des repères, je pourrais dire des retombées, et je pourrais dire de façon négative pour notre pays. Donc concrètement, et sur le terrain, quel est l'impact de ce départ des médecins sur les patients haïtiens aujourd'hui, comme vous pratiquez actuellement là, la médecine en Haïti? C'est très grave parce qu'il y a en quelque sorte des hôpitaux qui ont besoin de professionnels de santé qualifiés. Quand on dit qualifiés, il y a quelque chose qu'il faut souligner. La médecine ou même les autres professions de santé, infirmières, pharmacie, ce sont des professions d'expérience. C'est-à-dire un chirurgien qui a 20 ans de pratique est a priori un meilleur chirurgien qu'un chirurgien qui a 3 ans de pratique. Ce sont des professions d'expérience. Et quand justement vous avez une quantité, en tout cas, même si on n'a pas des chiffres exacts, mais une grande quantité de professionnels de santé et parmi les plus qualifiés qui laissent le pays, donc ça va prendre un bon bout de temps pour pouvoir former d'autres professionnels de santé et pour pouvoir remplacer ceux qui partent. Est-ce que cet exode contribue directement à la fermeture d'hôpitaux ou bien des centres de santé et durant ces dernières années? Non. En tout cas, indirectement, ça contribue à ça, mais la qualité des soins, oui. C'est-à-dire ça impacte négativement la qualité des soins qu'on donne dans les hôpitaux. C'est-à-dire des hôpitaux qui étaient occupés il y a environ 10 ans par des médecins chevronnés qui ont une certaine expérience, notamment ce qui a trait à la formation dans les hôpitaux universitaires. Eh bien, avec le départ de ces professionnels de santé, et bien la qualité justement des soins, la qualité des services, la qualité de la formation, la qualité de la transformation, de la formation, de la transmission, je dirais, des connaissances, eh bien ça diminue. Bon, par rapport avec ce constat, donc on pourrait dire, docteur Pierre, c'est un constat d'échec, n'est-ce pas? C'est un constat d'échec. Maintenant, existe-t-il des solutions réalistes pour freiner cette hémorragie de compétences? Je pourrais le dire ainsi, une hémorragie de compétences. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions réalistes? Je parle d'une solution réaliste par rapport avec ce phénomène. Oui, je crois, parce que déjà, Haïti n'est pas le premier pays à faire face à ce genre de situation, parce qu'en général, ça arrive dans les pays qui n'ont pas la capacité de garder les professionnels de santé. Et il y a d'autres pays comme Philippines, Thaïlande qui ont connu des exodes assez considérables. Pour nous autres en Haïti, les solutions seraient déjà d'utiliser ces professionnels de santé. Bon nombre d'entre eux continuent de pratiquer. Aux États-Unis, ils passent leur matine. Au Canada, ils essaient, en tout cas, d'intégrer le système. C'est d'essayer de ne pas perdre ces cerveaux, de les utiliser. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, nous avons la possibilité de les intégrer dans les enseignements en ligne, etc. Donc, essayer de voir comment est-ce qu'on peut déjà répertorier ces professionnels de santé, ne pas les perdre de vue, les intégrer dans le système. Et ensuite, évidemment, il faut former d'autres professionnels de santé. Je ne sais pas si dans votre livre, vous avez déjà mentionné ça. Est-ce qu'il y a des exemples concrets, je pourrais dire ça, ailleurs dans le monde ou bien qui ont réussi à inverser ou freiner ce genre d'exode médical?
Alors, le livre est resté sur les facteurs explicatifs de l'exode. Mais évidemment, comme je viens de le dire, il y a d'autres exemples qui n'ont pas freiné, mais en tout cas d'essayer de compenser l'exode des professionnels de santé. Par exemple, essayer de voir qu'est-ce qui explique ça. On en a parlé, la qualité de la formation, les avantages sociaux, les plans de carrière, OK. et essayer de voir à travers une politique publique bien établie, comment est-ce qu'on peut justement mettre ces choses-là disponibles dans le pays afin d'encourager les professionnels de santé à rester. C'est intéressant. Maintenant, on est dans la diaspora. Et maintenant, on va essayer de voir et quel rôle la diaspora médicale haïtienne, je pourrais le dire comme ça, parce qu'on a pas mal le livre l'explique parfaitement bien, l'exode des médecins, des pharmaciens, tant d'autres. Maintenant, on va essayer de voir ensemble quel est le rôle de la diaspora médicale haïtienne pourrait-elle jouer, même à distance, pour soutenir le système de santé de notre pays. Et je viens de parler parce que, comme tu le sais, je travaille au sein du Centre de formation et de formation en administration de la santé. Et souvent, nous faisons face à un besoin de professionnels de santé pour enseigner certaines choses, parfois très simples. Par exemple, renforcer la capacité de nos cadres en ce qui a trait à l'administration publique en général, en ce qui a trait à la gestion de projets. Donc, des choses dont ils ont besoin pour pratiquer en Haïti. Et je sais que beaucoup d'infirmières, de pharmaciens, de médecins ont fait des maîtrises en santé publique, OK. voire des doctorats à Montréal. Donc, cette diaspora-là peut s'impliquer de cette manière-là en se mettant disponible justement pour les institutions qui travaillent en Haïti, notamment les institutions étatiques comme le ministère de la Santé publique et de la Population, se mettre disponible et parce que le besoin est là et que nous pouvons Ouais, les utiliser. je crois qu'on avait déjà échangé à ce sujet pour voir comment donc, les médecins qui sont ailleurs peuvent contribuer à notre système de santé, même à distance. Donc, on peut travailler là-dessus. Et pour certains d'entre eux, c'est un devoir. Je ne parle pas même de ceux qui ont étudié à l'Université d'État d'Haïti. Je ne vais pas rentrer dans ce cliché, mais il y a par exemple des professionnels de santé, je sais, qui ont bénéficié par exemple d'une bourse de financement du Fonds national de l'éducation avec l'obligation de donner quelque chose en retour. Donc, déjà, ces professionnels de santé, pour eux, est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus pour avoir, je pourrais dire, un database pour dire, voici le nombre de médecins à l'extérieur qui peuvent contribuer à la formation continue dans notre pays ou à la formation des cadres, comme vous travaillez déjà dans notre système? Et ça, c'est le projet. C'est le projet, là, maintenant, nous essayons justement de travailler sur ce projet spécifique, c'est d'essayer de voir, pas pour tous les professionnels en général, mais au moins les professionnels de santé qui ont bénéficié de financement de l'État avec pour obligation de donner quelque chose en retour à défaut de retourner dans le pays et essayer de les répertorier afin justement de les offrir une plateforme à travers laquelle ils peuvent offrir leurs connaissances. Exactement, ce serait très intéressant, Dr Claudie, de travailler à ce sujet. Donc, on va entrer, on s'approche vers la fin de notre balado. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier à dire à notre public. Bon, en tout cas, comme je suis au Canada et je sais que justement l'immigration haïtienne est très forte au Canada. Exactement. Et ce sont généralement des professionnels de santé de très grande qualité qui vivent dans ce pays. Donc, je les encourage justement à regarder chacun en ce qui le concerne, comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle un give back à Haïti à travers justement, comme je l'avais dit, les différentes plateformes qui existent aujourd'hui. On n'a pas besoin de se déplacer pour se rendre dans un autre pays pour être utile à ce pays. Donc, de notre côté en Haïti, au sein des différentes institutions, notamment le ministère de la Santé publique et de la Population, nous devons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons offrir cette plateforme à ces professionnels de santé qui, j'en suis certain, seront très intéressés à donner quelque chose à leur pays. Par rapport avec ça, Dr Claudie, si vous avez un seul message à adresser aux autorités haïtiennes, et aujourd'hui, ce serait lequel? L'exode est réel, c'est un constat d'échec. L'échec, c'est à la fois pour le professionnel de santé qui a déjà construit sa vie en Haïti. Et pour notre système également. Et pour le système de santé, pour l'État haïtien, parce que c'est un échec collectif qui concerne tout le monde, la société, les patients. Et maintenant, c'est de travailler
pour aller justement au-delà de cet exode, c'est-à-dire de trouver les solutions, de comprendre les facteurs qui expliquent l'exode, l'insécurité, et tout ce qu'on vient de dire, et essayer justement de travailler sur ces facteurs-là pour pouvoir garder nos professionnels de santé autant que possible. OK, merci Dr Claudie. Je vous laisse le temps de faire une citation spéciale. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un très spécial à saluer, à remercier également, et pour leur contribution à travers votre ouvrage. Et maintenant, vous êtes de passage à Montréal après une longue année, donc on n'aurait dû jamais et de ne pas trouver le temps pour pouvoir discuter ensemble. Eh bien, je suis de passage et je suis avec ma famille, ma femme Dina et ma petite fille Chloé. Évidemment, je dois remercier, s'il s'agit justement du livre, toute l'équipe du Nouvelliste, toi-même, Deramo et Linton, et qui a travaillé justement avec moi, Sterling. Donc, il y a beaucoup de personnes à remercier. Et évidemment, ma promotion de médecine en Haïti, qui m'a inspiré en quelque sorte, parce que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui à Montréal. Donc, voilà. Donc, c'est merci à tout le monde. OK. Et Dr Claudie Junior-Pierre, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise et votre regard sur cette question essentielle. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis sur Médicaments et Société, votre plateforme. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et laissez-vous vos commentaires. Vos questions pourraient être abordées dans un prochain épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé. Bye bye, à la prochaine.